Europe 1, 11h30, la table des bons vivants, Laurent Mariotte. Eh bien nous voilà, très heureux de vous retrouver comme tous les samedis, de 11h à midi et demi, vous le savez, du marché à la cuisine, en passant par les arrières-cuisines de notre alimentation, c'est ici que ça se passe. C'est qui le patron? Alors vous connaissez cette marque initiée par des consommateurs? Eh bien le patron de C'est qui le patron nous rejoint dans un instant. Rémunérer au plus juste les éleveurs derrière la bouteille de lait, les producteurs de blé, d'œufs aussi et maintenant de fruits et légumes, court-circuiter le réseau des distributeurs pour du circuit court, et si c'était ça la solution. Et puis Nina Métayer, élue meilleure pâtissière du monde, nous rejoint avec un dessert autour de la rhubarbe. Voici mes bons vivants, avec le beau temps de ces derniers jours, son soleil romain natal est devenu parisien, elle cuisine comme l'oiseau chante, c'est Louana Belmondo. Bonjour Louana. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde, comment ça va? Ça va bien quand on vous voit. Il nous revient d'Algérie où il a fait le plein d'idées pour cuisiner les beaux jours, heureux de le retrouver à cette table. Vous le connaissez, ancien gagnant de Top Chef, c'est Mohamed Chek. Bonjour Mohamed. Bonjour Laurent, ravi de te retrouver. Oui, bonne mine aussi. Hein. Ouais, on a pris un peu de soleil. C'est le soleil, ça fait du bien. Eh ben c'est parti les amis. Votre goût de la semaine, je vous pose la question. Posez-vous la question à la maison, chers auditeurs, ou en écoutant le podcast. D'ailleurs, je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast sur toutes les plateformes. Donc continuez, nous sommes là tous les samedis de 11h à midi et demi. Votre goût de la semaine, Louana? Écoutez, moi j'étais chez un ami, Hugo Desnoyers, en fait connu par ses boucheries. Alors maintenant, il est au 45 rue Boulard, dans le 14e. Mais c'est sa boucherie originelle, hein? C'était là qu'il a commencé. Absolument. Et j'ai découvert des maquis. Alors on dit que la France, c'est le pays après le Japon où on mange le plus de japonais. Et j'ai découvert ces maquis. De cuisine japonaise, vous voulez dire? Parce qu'on ne mange pas les japonais encore. Non, voilà. Pas encore, vous avez raison. Mais des cuisines japonaises. Et j'étais vraiment très intriguée par ces maquis faits à base de veau, avec de la burrata, mais juste pas le côté moelleux à l'intérieur, fait avec des tomates séchées et avec du parme. Et j'ai trouvé que c'était assez original et voilà, je voulais vous faire goûter ça. Il a repris un peu le côté de la saltimbocca, cette petite bouchée de la cuisine italienne. Sauf que c'est cru. Et sauf que là, c'est cru, c'est ça qui est étonnant. C'est rare de consommer du veau cru et je sais que de nombreux consommateurs ont du mal avec ça. Et pourtant, un bon tartare de veau ou en maquis comme ça, qu'est-ce que vous en pensez, Mohamed? Ça me rappelle un souvenir de début de carrière chez Monsieur Sanderins. On avait un tartare de veau langoustine. Un tartare de veau langoustine. Ah ouais. C'était vraiment excellent et c'est la rare fois où j'ai vu et consommé du veau cru. Alors, faut qu'il soit d'une extrême fraîcheur, bien entendu. Absolument, mais là, on est sûr. Là, on est carrément sûr. Et puis, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a un côté trompe-l'œil. Quand on le voit, on dirait presque que c'est du jambon, en fait. Oui, c'est ça. C'est roulé comme une fine tranche de jambon. Voilà, il faut l'expliquer à nos auditeurs. Le veau est taillé très, très finement. On voit presque à travers. Absolument, donc, comme un carpaccio. D'une finesse absolue. Votre goût de la semaine, Mohamed? Alors, pour moi, comme vous l'avez dit, je reviens d'Algérie. Donc, ça sera le crêponné. Donc, le crêponné, c'est un sorbet au citron qui est d'origine algérienne, créé par un pied noir algérien qui s'appelle Gilbert Soriano. Et du coup, on peut aussi avoir la chance d'en déguster en France, puisqu'on a Monsieur Abdelazak, 221 rue de Paris à Montreuil, qui la propose pour la maudite somme de 2 €. Donc du crêponné sorbet au citron. Voilà, il y a du citron, il y a un petit peu de limonade, il y a évidemment un petit peu de sucre, du zeste. C'est vraiment quelque chose de super frais. Et en fait, tout est dans la méthode, donc le secret est là. C'est une texture assez onctueuse malgré que ça soit un sorbet. Comme un granita ou pas? C'est un peu comme un granita, mais tiré dans une machine à italienne. Ah oui. D'accord. Donc faut imaginer un peu le truc, c'est très frais. On vous a vu sur votre Instagram dans votre beau voyage en Algérie. Vous êtes d'origine algérienne, vous êtes français, mais vos parents sont d'Algérie, Mohamed Chek. Qu'est-ce que ça vous a procuré ce voyage sur vos terres comme ça? Vous avez fait de belles découvertes culinaires aussi. Bien sûr. Alors ce qui était très intéressant, c'était de voir surtout ces produits gorgés de soleil, comme je dis toujours moi en Méditerranée. Ces belles tomates, les concombres, les petits pois d'une taille qu'on trouve pas ici. Ah, ils sont en avance sur nous, là. Voilà. Ah bah oui. Et après, c'est cette cuisine vraiment de terroir. Avec l'Algérie, c'est très grand, donc il y a plusieurs régions, donc avec des particularités alimentaires vraiment en fonction des régions.
Et après, plein de recettes traditionnelles, des couscous, ce qu'ils appellent le choua, donc c'est des abats grillés au barbecue, le hmis, donc salade, ce qu'on appelle la salata meshouya, donc avec des poivrons, enfin toute cette culture et surtout ce qui est intéressant dans ces pays-là, c'est la proximité, la fraternité autour des plats. C'est vraiment des moments qui rassemblent les gens et c'est ce que j'ai retenu moi. Merci Mohamed pour vos beaux souvenirs. Non mais Laurent, vous allez pas vous échapper. Je vais savoir votre goût aussi de la semaine. Goût de la semaine, très simple. Les premières fraises que j'ai achetées chez mon primeur dans le centre de Paris. Voilà, les premières gariguettes. Et j'ai fait une salade. Je recevais des amis à déjeuner l'autre jour. Et ça va évoquer vos racines algériennes puisque j'ai fait une belle salade de fraises gariguettes avec de l'eau de fleurs d'oranger et puis le jus de l'orange sanguine aussi. Et c'est ça qui m'a plu, c'est que c'est la fin de l'orange sanguine, c'est le début des gariguettes. Tout le monde se rencontrait, quelques feuilles de menthe et c'est un bel accord ça, je trouve. On n'ose pas marier la fraise avec l'eau de fleur d'oranger et ça marche bien. C'est bien. Ouais. Vous confirmez, chef ? Je confirme, moi j'utilise plutôt de l'eau de rose en général, mais c'est plus original avec l'oranger. Ouais, l'eau de rose c'est bien. Voilà, juste une question sur le prix de la fraise, puisque j'en ai acheté il y a pas longtemps, c'était très cher. Ouais, c'était cher. Elles étaient, j'ose pas trop le dire, mais c'était un peu plus de 5 € la barquette. Ouais, c'est ça, de 250 grammes. 250 grammes. Ouais. 10 € pour une salade de fraises pour 4. Quoi, voilà, mais elles sont bonnes. Hein. Ouais. Elles sont très bonnes. Mais les prix vont baisser. Mais à Paris, c'est du délire. Les prix parisiens sont complètement délirants. Donc quand on parle des prix, vous pouvez les diviser par 2 ou par 3 quand vous êtes en région, chers auditeurs. Alors, c'est qui le patron ? Eh bien, de la fourche à la fourchette, on en parle avec son fondateur. La marque C'est qui le patron ? Nicolas Chaban est avec nous dans un instant. À tout de suite sur Europe 1. 11h30 sur Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte. Et ils sont là, mes bons vivants. Louana Belmondo et Mohamed Chek avec moi jusqu'à 12h30 sur Europe 1. Votre table des bons vivants est dressée. Alors, c'est l'heure d'accueillir notre premier invité. Philanthrope, anti-patron, mais aussi idéaliste, génie du marketing. Les titres de presse ne manquent pas pour parler de lui et de la fameuse marque C'est qui le patron qu'il a créée. Depuis son lancement en 2016, la brique de lait qui rémunère au juste prix les éleveurs est une success story. Il est avec nous, c'est Nicolas Chaban. Bonjour Nicolas. Bonjour Laurent. Merci d'être là. Les auditeurs vous connaissent, on vous a déjà reçu à cette table depuis 2016, sur la route et à l'écoute des producteurs. Et avant l'aventure de C'est qui le patron, vous étiez déjà engagé dans d'autres démarches solidaires. Hein ouais, depuis toujours. On a fait la remarque en me disant finalement, il y a toujours des producteurs dans les histoires. Je suis du Vaucluse, c'est un département qui a été considéré longtemps comme le jardin de la France, beaucoup de producteurs. Et déjà à l'école, des copains chez qui le week-end, notamment producteurs de fraises, des copains que je voyais bosser tout le week-end avec leurs parents, avec de très bonnes fraises qu'on dégustait au déjeuner, des fraises de pleine terre, notamment des sifflorettes, et pas de rémunération pour eux suffisante. Je trouvais ça très injuste. Je pense que tout est né, sans doute, dans ces premiers moments. C'est ça. Et puis, vous avez lancé aussi les gueules cassées. Vous savez, ces fameux légumes moches non calibrés qu'on mettait au rebut, comme on dit, et qui ont trouvé preneur, justement, à un prix tout à fait intéressant pour les consommateurs. Vous êtes de l'Allier. Vous avez grandi aussi du côté de Madagascar. D'où ça vous vient, cet engagement solidaire? On veut toujours savoir. On se dit, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Il a bien des vices, ce gars-là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça cache? C'est vrai que c'est compliqué. Un engagement profond, c'est dur de l'expliquer, hein. C'est un peu viscéral. J'ai même imaginé que ça pouvait être un peu psychanalytique parce que en 30 ans, toutes les aventures ça a été décrit par d'autres, donc je me permets de le faire, mais il y a toujours donc des producteurs à soutenir. Bien sûr. Du collectif, des aventures qui ne créent pas de dividendes, c'est-à-dire que j'ai la sensation intime qu'il faut partager maintenant de la valeur. Quand on crée des choses, quand j'initie quelque chose, ça devient collectif. Et ensuite, l'argent reste dans le système. Il n'y a pas de fonds, de banques, de gens qui perçoivent la rémunération finale. Et c'est ça qui délivre. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire quand à un moment donné, c'est la marque de tout le monde, quand tu sais qu'à la fin de l'année, il n'y en a pas un qui s'enrichit, ou un groupe, ou un fonds, eh bien, tu fais ce que personne n'avait fait. On est aujourd'hui 16 millions d'acheteurs de ces produits. C'est dingue. Et les consommateurs, on est tous consommateurs, hein. Les autres consommateurs, je vais appeler ça comme ça, je vais les appeler comme ça, vont en magasin. Alors, ils engueulent le directeur. Il faut mettre la brique de lait. Ils font des animations avec les producteurs le week-end. Ils sont très investis, très engagés. Alors, C'est qui le patron? C'est la marque des consommateurs. Un petit mot pour la présenter, pour ceux qui ne connaissent pas cette marque. En quelques mots, comment vous la définiriez? C'est une marque, donc c'est la première marque créée par des consommateurs, portée par des consommateurs, avec une structure, il
il faut bien l'avoir à l'esprit, qui est une coopérative de consommateurs, donc pas d'enjeux financiers. Ça veut dire que ça vous libère de la pression de devoir faire de la rentabilité. On a juste à faire fonctionner l'histoire et tout ce qui reste en fin d'année va au producteur. Et c'est ce qui a tout changé puisque, encore une fois, ça implique tout le monde. Tu fais des efforts particuliers pour une marque finalement qui est aussi la tienne quand tu es consommateur. C'est plus dur de le faire pour une grande marque où à la fin de l'année, tu sais pas vraiment où va l'argent. Là, il y a de la transparence, de l'implication de chacun, et c'est la meilleure façon sans doute d'aider les producteurs. Eh ben on va être concret, tiens, avec cette fameuse brique de lait qu'on trouve partout, en grande surface, en grande distribution. C'est là votre coup de génie, c'est d'avoir réussi à toucher les consommateurs là où ils font leurs courses le plus nombreux en fait, hein, puisque 85% des Français font leurs courses en grande distribution. C'était même pas réfléchi, hein. Oui. C'est ça qui est intéressant, c'est que je le fais c'est très concret en fait cette aventure. 2016, des producteurs dans l'Ain, 80 familles, nous disent chaque matin, on perd 120 € par jour en tournant le bouton de la machine à traire. C'est fou. Du lundi au dimanche. Hein, rappelons-nous ce que c'est la vie des producteurs. Sans congé, sans vacances, voilà. absolument. Sans congé, sans vacances. Le vendredi, il n'y a pas de week-end. Europe 1, 11h30, la table des bons vivants, Laurent Mariotte. Eh bien, nous voilà très heureux de vous retrouver, hein, comme tous les samedis, de 11h à midi et demi. Vous le savez, du marché à la cuisine, en passant par les arrières-cuisines de notre alimentation. C'est ici que ça se passe. C'est qui le patron? Alors, vous connaissez cette marque initiée par des consommateurs? Eh bien, le patron de C'est qui le patron nous rejoint dans un instant. Rémunérer au plus juste les éleveurs derrière la bouteille de lait, les producteurs de blé, d'œufs aussi et maintenant de fruits et légumes. Court-circuiter le réseau des distributeurs pour du circuit court, et si c'était ça la solution. Et puis Nina Métayer, élue meilleure pâtissière du monde, nous rejoint avec un dessert autour de la rhubarbe. Voici mes bons vivants, avec le beau temps de ces derniers jours, son soleil romain natal est devenu parisien, elle cuisine comme l'oiseau chante, c'est Luana Belmondo. Bonjour Luana. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde, comment ça va? Ça va bien quand on vous voit. Il nous revient d'Algérie où il a fait le plein d'idées pour cuisiner les beaux jours, heureux de le retrouver à cette table. Vous le connaissez, ancien gagnant de Top Chef, c'est Mohamed Chek. Bonjour Mohamed. Bonjour Laurent, ravi de te retrouver. Oui, bonne mine aussi, hein. Ouais, on a pris un peu de soleil. C'est le soleil, hein, ça fait du bien. Eh ben c'est parti les amis. Votre goût de la semaine, je vous pose la question. Posez-vous la question à la maison, chers auditeurs, ou en écoutant le podcast. D'ailleurs, je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast sur toutes les plateformes. Donc continuez, nous sommes là tous les samedis de 11h à midi et demi. Votre goût de la semaine, Luana? Écoutez, moi j'étais chez un ami, Hugo Desnoyers, en fait connu par ses boucheries. Alors maintenant il est au 45 rue Boulard dans le 14e. Mais c'est sa boucherie originelle, hein? C'était là qu'il a commencé. Absolument. Et j'ai découvert des maquis. Alors on dit que la France c'est le pays après le Japon où on mange le plus de japonais. Et j'ai découvert ces maquis. De cuisine japonaise, vous voulez dire, parce qu'on ne mange pas les japonais encore. Non, voilà. Pas encore, vous avez raison. Mais des cuisines japonaises. Et j'étais vraiment très intriguée par ces maquis faits à base de veau, avec de la burrata, mais juste pas le côté moelleux à l'intérieur, fait avec des tomates séchées et avec du parme. Et j'ai trouvé que c'était assez original et voilà, je voulais vous faire goûter ça. Il a repris un peu le côté de la saltimbocca, cette petite bouchée absolument, de la cuisine sauf italienne. Que c'est cru. Et sauf que là, c'est cru, c'est ça qui est étonnant. C'est rare hein, de consommer du veau cru et je sais que de nombreux consommateurs ont du mal avec ça. Et pourtant, un bon tartare de veau ou en maquis comme ça, qu'est-ce que vous en pensez, Mohamed? Ça me rappelle un souvenir de début de carrière chez Monsieur Sanderins. On avait un tartare de veau langoustine. Un tartare de veau langoustine. Ah ouais. C'était vraiment excellent et c'est la rare fois où j'ai vu et consommé du veau cru. Alors, faut qu'il soit d'une extrême fraîcheur, bien entendu. Absolument, mais là, on est sûr. Là, on est carrément sûr. Et puis, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a un côté trompe-l'œil. Quand on le voit, on dirait presque que c'est du jambon, en fait. Oui, c'est ça. Hein, c'est roulé comme une fine tranche de jambon. Voilà, il faut l'expliquer à nos auditeurs. Le veau est taillé très, très finement. On voit presque à travers. Hein, absolument, donc, voilà, comme un carpaccio. D'une finesse absolue. Votre goût de la semaine, Mohamed? Alors, pour moi, comme vous l'avez dit, je reviens d'Algérie. Donc, ça sera le créponné. Donc, le créponné, c'est un sorbet au citron qui est d'origine algérienne, créé par un pied noir algérien qui s'appelle Gilbert Soriano. Et du coup, on peut aussi avoir la chance d'en déguster en France, puisqu'on a Monsieur Abdelazak 221 rue
de Paris à Montreuil qui la propose pour la maudite somme de 2 €. Donc du crêponnet sorbet au citron. Voilà, il y a du citron, il y a un petit peu de limonade, il y a évidemment un petit peu de sucre, du zeste. C'est vraiment quelque chose de super frais et en fait tout est dans la méthode, donc le secret est là. C'est une texture assez onctueuse malgré que ça soit un sorbet. Comme un granita ou pas? C'est un peu comme un granita mais tiré dans une machine à italienne. Ah oui. D'accord. Donc faut imaginer un peu le truc, c'est très frais. On vous a vu sur votre Instagram dans votre beau voyage en Algérie. Vous êtes d'origine algérienne, vous êtes français mais vos parents sont d'Algérie, Mohamed Chek. Qu'est-ce que ça vous a procuré ce voyage sur vos terres comme ça? Vous avez fait de belles découvertes culinaires aussi. Bien sûr, alors ce qui était très intéressant c'était de voir surtout ces produits gorgés de soleil, comme je dis toujours moi en Méditerranée. Ces belles tomates, les concombres, les petits pois d'une taille qu'on trouve pas ici. Ah, ils sont en avance sur nous là. Voilà. Ah bah oui. Et après, c'est cette cuisine vraiment de terroir. Avec l'Algérie, c'est très grand, donc il y a plusieurs régions, donc avec des particularités alimentaires vraiment en fonction des régions. Et après, plein de recettes traditionnelles, des couscous, ce qu'ils appellent le choua, donc c'est des abats grillés au barbecue, le hmis, donc salade, ce qu'on appelle la salata meshouya, donc avec des poivrons, enfin toute cette culture et surtout ce qui est intéressant dans ces pays-là, c'est la proximité, la fraternité autour des plats. C'est vraiment des moments qui rassemblent les gens et c'est ce que j'ai retenu moi. Merci Mohamed pour vos beaux souvenirs. Non mais Laurent, vous allez pas vous échapper. Je vais savoir votre goût aussi de la semaine. Goût de la semaine, très simple. Les premières fraises que j'ai achetées chez mon primeur dans le centre de Paris. Voilà, les premières gariguettes. Et j'ai fait une salade. Je recevais des amis à déjeuner l'autre jour. Et ça va évoquer vos racines algériennes puisque j'ai fait une belle salade de fraises gariguettes avec de l'eau de fleurs d'oranger et puis le jus de l'orange sanguine aussi. Et c'est ça qui m'a plu, c'est que c'est la fin de l'orange sanguine, c'est le début des gariguettes. Tout le monde se rencontrait, quelques feuilles de menthe et c'est un bel accord ça, je trouve. On n'ose pas marier la fraise avec l'eau de fleur d'oranger et ça marche bien. C'est bien. Ouais. Vous confirmez, chef? Je confirme, moi j'utilise plutôt de l'eau de rose en général, mais c'est plus original avec l'oranger. Ouais, l'eau de rose c'est bien. Voilà, juste une question sur le prix de la fraise, puisque j'en ai acheté il y a pas longtemps, c'était très cher. Ouais, c'était cher. Elles étaient, j'ose pas trop le dire, mais c'était un peu plus de 5 € la barquette. Ouais, c'est ça, de 250 grammes. 250 grammes. Ouais. 10 € pour une salade de fraises pour 4. Quoi, voilà, mais elles sont bonnes. Hein. Elles sont très bonnes. Mais les prix vont baisser. Mais à Paris, c'est du délire. Les prix parisiens sont complètement délirants. Donc quand on parle des prix, vous pouvez les diviser par 2 ou par 3 quand vous êtes en région, chers auditeurs. Alors, c'est qui le patron? Eh bien, de la fourche à la fourchette, on en parle avec son fondateur. La marque C'est qui le patron? Nicolas Chaban est avec nous dans un instant. À tout de suite sur Europe 1. 11h30 sur Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte. Et ils sont là, mes bons vivants. Louana Belmondo et Mohamed Chek avec moi jusqu'à 12h30 sur Europe 1. Votre table des bons vivants est dressée. Alors, c'est l'heure d'accueillir notre premier invité. Philanthrope, anti-patron, mais aussi idéaliste, génie du marketing. Les titres de presse ne manquent pas pour parler de lui et de la fameuse marque C'est qui le patron qu'il a créée. Depuis son lancement en 2016, la brique de lait qui rémunère au juste prix les éleveurs est une success story. Il est avec nous, c'est Nicolas Chaban. Bonjour Nicolas. Bonjour Laurent. Merci d'être là. Les auditeurs vous connaissent, on vous a déjà reçu à cette table depuis 2016, sur la route et à l'écoute des producteurs. Et avant l'aventure de C'est qui le patron, vous étiez déjà engagé dans d'autres démarches solidaires. Hein ouais, depuis toujours. On a fait la remarque en me disant finalement, il y a toujours des producteurs dans les histoires. Je suis du Vaucluse, c'est un département qui a été considéré longtemps comme le jardin de la France, beaucoup de producteurs. Et déjà à l'école, des copains chez qui le week-end, notamment producteurs de fraises, des copains que je voyais bosser tout le week-end avec leurs parents, avec de très bonnes fraises qu'on dégustait au déjeuner, des fraises de pleine terre, notamment des sifflorettes, et pas de rémunération pour eux suffisante. Je trouvais ça très injuste. Je pense que tout est né, sans doute, dans ces premiers moments. C'est ça. Et puis, vous avez lancé aussi les gueules cassées, vous savez, ces fameux légumes moches non calibrés qu'on mettait au rebut, comme on dit, et qui ont trouvé preneur, justement, à un prix tout à fait intéressant pour les consommateurs. Vous êtes de l'Allier. Vous avez grandi aussi du côté de Madagascar. D'où ça vous vient, cet engagement solidaire? On veut toujours savoir, on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Il a bien des vices, ce gars-là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça cache? C'est vrai que c'est compliqué. Un engagement profond, c'est dur de l'expliquer, hein. C'est un peu viscéral. J'ai même imaginé que ça pouvait être un peu psychanalytique parce que en 30 ans, toutes les aventures ça a été décrit par d'autres, donc je me permets de le faire, mais il y a toujours donc des producteurs à soutenir. Bien sûr. Du collectif.
des aventures qui ne créent pas de dividendes, c'est-à-dire que j'ai la sensation intime qu'il faut partager maintenant de la valeur. Donc, quand on crée des choses, quand j'initie quelque chose, ça devient collectif. Et ensuite, l'argent reste dans le système. Il n'y a pas de fonds, de banques, de gens qui perçoivent la rémunération finale. Et c'est ça qui délivre. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire quand à un moment donné, c'est la marque de tout le monde, quand tu sais qu'à la fin de l'année, il n'y en a pas un qui s'enrichit, ou un groupe, ou un fonds, eh bien, tu fais ce que personne n'avait fait. On est aujourd'hui 16 millions d'acheteurs de ces produits. C'est dingue. Et les consommateurs, on est tous consommateurs. Les autres consommateurs, je vais appeler ça comme ça, je vais les appeler comme ça, vont en magasin. Alors, ils engueulent le directeur. Il faut mettre la brique de lait. Ils font des animations avec les producteurs le week-end. Ils sont très investis, très engagés. Alors, c'est qui le patron? C'est la marque des consommateurs. Un petit mot pour la présenter, pour ceux qui ne connaissent pas cette marque. En quelques mots, comment vous la définiriez? C'est une marque, donc c'est la première marque créée par des consommateurs, portée par des consommateurs, avec une structure, il faut bien l'avoir à l'esprit, qui est une coopérative de consommateurs, donc pas d'enjeux financiers. Ça veut dire que ça vous libère de la pression de devoir faire de la rentabilité. On a juste à faire fonctionner l'histoire, et tout ce qui reste en fin d'année va au producteur. Et c'est ce qui a tout changé, puisque, encore une fois, ça implique tout le monde. Tu fais des efforts particuliers pour une marque, finalement, qui est aussi la tienne quand tu es consommateur. C'est plus dur de le faire pour une grande marque, où à la fin de l'année, tu sais pas vraiment où va l'argent. Là, il y a de la transparence, de l'implication de chacun, et c'est la meilleure façon sans doute d'aider les producteurs. Et on va être concret, tiens, avec cette fameuse brique de lait qu'on trouve partout, en grande surface, en grande distribution. C'est là votre coup de génie, c'est d'avoir réussi à toucher les consommateurs là où ils font leurs courses le plus nombreux en fait, puisque 85% des Français font leurs courses en grande distribution. C'était même pas réfléchi, Oui. C'est ça qui est intéressant, c'est que je le fais c'est très concret en fait cette aventure. 2016, des producteurs dans l'Ain, 80 familles, nous disent chaque matin, on perd 120 € par jour en tournant le bouton de la machine à traire. C'est fou. Du lundi au dimanche. Rappelons-nous ce que c'est la vie des producteurs. Sans congé, sans vacances, absolument. Sans congé, sans vacances. Le vendredi, il n'y a pas de week-end. Tu fais le samedi, 5h30 première traite, 18h30 deuxième traite, et le dimanche arrive comme le samedi était venu, et le lundi arrive comme le week-end était venu. Donc ça, quand t'es consommateur, tu te dis, mais attends, mon argent sert à alimenter un système où ces gens-là ne gagnent pas leur vie. C'est comme ça qu'on a changé les choses. Et la meilleure façon de les aider, c'était d'aller en grande distribution. Alors, la brique de lait, elle est vendue 1,27 € en ce moment en grande surface. Expliquez, à nos auditeurs, comment est répercuté le prix de cette brique de lait. Alors, pour le prix payé au producteur, la nouveauté, en tant que consommateur, puisqu'on est tous consommateurs dans l'aventure, c'était de se dire combien il vous faut. Voilà la première réunion, je vous l'ai décrit, avec les producteurs. Nous, les consommateurs, on leur a dit, mais pour marquer cette phrase-là, Soleil rémunère au juste prix son producteur, vous devez gagner combien? On veut pas que ça soit du marketing ou de la com. Et je vous raconte rapidement, c'était assez incroyable. Ils gagnaient 21 centimes du litre. C'était une catastrophe en 2016, les producteurs de lin. En gros, ces producteurs-là, quand ils perdaient beaucoup d'argent, on leur a demandé de nous donner le prix. Ils nous ont dit 35 centimes au début. Alors 35 centimes, ça nous paraissait un chiffre qu'on pouvait pas apprécier. Et on a découvert que c'était peut-être pas assez. On leur a dit, mais attendez, vous voulez pas 37 centimes? Les consommateurs qui négocient avec les producteurs, c'est ça, Bah oui, ça serait mieux. Et 15 jours après, on s'est rendu compte qu'ils prenaient pas de vacances avec 37 centimes. Alors, on leur a demandé de bien vouloir prendre 39 centimes. Vous voyez, quand les consommateurs négocient avec les producteurs, c'est un chemin inversé. On veut qu'une chose, nous, c'est que le producteur soit heureux. Et pour qu'on achète cette brique de lait, il fallait qu'il soit vraiment sorti d'affaires et qu'ils vivent de leur travail. Et aujourd'hui, c'est 54 centimes pour l'éleveur, 61 centimes répartis avec la laiterie, les transporteurs, le distributeur, et 5 centimes pour la marque C'est qui le patron. Voilà, parce que vous êtes plusieurs employés maintenant dans cette marque. Voilà, on est 30, mais le succès, merci à tous ceux qui écoutent, qui se reconnaîtront, qui vont dans les magasins, qui animent. On nous avait prédit 5 millions de litres de lait la première année en maximum. Pas de com à la télé, pas de commerciaux dans les magasins. Il n'y a pas de marketing. Première année, 33 millions. Cette magie, elle est due au fait que tout le monde a décidé d'en faire un succès solidaire. Alors c'est énorme. On va continuer justement à parler de ce succès. On va rentrer dans cette brique de lait avec un agriculteur, un éleveur qui sera avec nous aussi au téléphone. On va parler des pommes, on va parler des œufs, on va parler de la farine parce que vous êtes présent autour de nombreux produits de notre consommation courante. Mais juste avant, c'est l'heure d'écouter notre bruit de cuisine. Europe 1 vous offre le Cook & Fry XL de Terraillon. C'est l'air fryer nouvelle génération de cette belle marque française. Écoutons le bruit de cuisine. Qu'est-ce que c'est ?
Il est concentré, Mohamed Cheikh. Essaye de comprendre. Je vous ai jamais vu concentré comme ça. Et Louana, Au pareil. début, on dirait qu'on met un clou. Non, c'est pas du bricolage, hein. Non? Non, on n'est pas chez Leroy Merlin. Vous avez trouvé, alors pour jouer avec nous, c'est simple. Vous envoyez un SMS avec le mot cuisine au 7 39 21, 3 fois 75 centimes, plus le coût du SMS. On revient avec Nicolas Chaban et on continue à explorer justement les produits C'est qui le patron pour vous expliquer comment ça marche et pour vous dire que oui, c'est possible. En mettant un tout petit budget de notre porte-monnaie, eh bien, on peut faire vivre de nombreux agriculteurs. À tout de suite sur Europe 1. La table des bons vivants, 11h30 sur Europe 1, Laurent Mariotte. Toujours en bonne compagnie avec mes bons vivants du jour, Louana Belmondo et Mohamed Cheikh, et puis Nicolas Chaban, fondateur de la marque C'est qui le patron. On en parlait depuis 2016, la brique de lait est devenue aujourd'hui la première bouteille de lait achetée par les Français, juste après celle des marques distributeurs. On a fait le compte, 442 millions de litres de lait vendus depuis 2016, c'est ça Nicolas Chaban? Oui, c'est ça. Oui. C'est presque 600 millions de produits en C'est tout. un beau volume. Une question, C'est Louana? énorme. Oui. Moi, je suis très fascinée par ce que vous faites et je vous remercie aussi. Mais tant que, on va dire, ménagère au quotidien, j'ai vu que souvent il y a des ateliers ou en tout cas des personnes qui nous invitent, en tout cas, parce que vous faites pas beaucoup de marketing sur vos produits ou de pubs. Non. On n'en voit pas. Comment on peut maintenant on parle des légumes aussi, dans un étalage, vous reconnaître réellement? Ah, c'est une merveilleuse question parce que récemment, un sondage est sorti, la YouGov, qui montre qu'on a 5 milliards d'euros, nous les consommateurs, si on est sûr que les centimes vaut bien aux producteurs, on peut leur amener. Mais en fait, on rentre dans un magasin, sur les 20 000 références en moyenne, combien vous assure que le producteur gagne sa vie à l'autre bout? Donc c'est un problème de visibilité. Nous, n'ayant pas d'agence, et merci à quelqu'un à l'époque dans l'équipe qui s'appelait Nathalie, qui un jour a dit, mais attendez, il faut qu'on fasse des couleurs qui ne sont pas d'habitude en rayon. Bon, pour le lait, c'était l'école plus traditionnelle, mais pour les œufs, on a mis du rose, on a mis, enfin, je vous le dis. Mais c'est les couleurs flash, oui. Et voilà. Et donc, ça a créé une visibilité. Mais vous avez raison, il faudrait que tous les produits solidaires, il n'y a pas que cette démarche, hein. On peut parler de Cantavélote et d'autres démarches qui aident les producteurs. Il faudrait qu'on les voit comme prioritaires. Il doit y avoir une grosse lumière positive et belle au-dessus de tous les produits qu'aident les producteurs. Alors, je sais que de nombreux agriculteurs nous écoutent le samedi matin dans leur tracteur ou à la ferme ou alors dans leur endroit où ils transforment leurs produits parce qu'il y a de plus en plus de transformation et de vente à la ferme aujourd'hui sur notre territoire. Et nous sommes au téléphone avec Régis Mingui, éleveur laitier dans le Maine-et-Loire à Loré d'Anjou. C'est le gars avec Pierre Blanche. Bonjour Régis. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. On vous entend très bien. En pleine Bonjour. campagne, d'accord, Ah, bonjour. Faites-nous rêver, vous êtes où? Quel est le paysage autour de vous? Ah, on a un soleil radieux et aujourd'hui on n'a même pas de vent, il fait super bon, c'est vraiment plus qu'agréable, on peut pas faire mieux là. Et on est aux antipodes rêve, du hein. bonheur. On l'entend, on a un agriculteur heureux. 120 vaches, vous êtes en agriculture conventionnelle. Depuis 2003, vous avez repris la ferme de famille. Vous faites partie de C'est qui le patron depuis 2017. Vous travaillez avec qui? Tiens, petite question avant de travailler avec la marque C'est qui le patron. Vous le vendiez où votre lait? On vendait notre lait à Lactalis. Et vous le vendiez combien? On le vendait en moyenne 32 centimes le litre. Donc, enfin, autant vous dire qu'on n'en vivait pas, quoi. Et aujourd'hui, vous le vendez? Et aujourd'hui, on le vend 54 centimes de prix de base. Plus régulièrement, avec les primes de qualité, on tourne plutôt autour de 57, 58 centimes. Enfin, que du bonheur, quoi. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Racontez-nous, Régis. Eh ben, sincèrement, depuis 2017, depuis cette fabuleuse rencontre avec Nicolas Chaban, qui est à côté de vous, voilà, en fait, moi, j'ai été mis à la porte de chez Lactalis parce que je faisais entendre mon mécontentement sur la valorisation de notre lait. Ça n'a pas plu à cette belle entreprise. Ils aiment pas les rebelles. Exactement. Donc ils m'ont joyeusement mis à la porte. J'avais plus de collecteur de lait. J'étais dans une panade pas possible. Donc ça a changé quoi aujourd'hui, par exemple, concrètement pour vous? Eh ben aujourd'hui, ça a changé qu'on puisse vivre heureux, on puisse payer nos factures, on puisse embaucher un salarié pour nous aider parce que faire 70 heures semaine, c'est bien, mais à un moment donné, quand on arrive à 50 ans, on a envie d'un peu d'alléger le travail parce que les membres commencent à se fatiguer. Ben oui, mais c'est ça qu'il faut dire, c'est que vous arrivez à prendre des congés maintenant.
Et complètement. Ben voilà, c'est pas honteux, hein, vous avez le droit. Hein. Profiter de la vie. Voilà, tout à fait. Et voilà, c'est 15 jours, enfin c'est même 3 semaines, 15 jours de congé l'été, une semaine l'hiver. C'est beaucoup trop, c'est trop. Mais non, mais c'est beau. Et le plus grand bonheur, je vous dirais que c'est le sourire de nos familles, de nos femmes, de nos enfants. Eh ben Parce oui. que il y a rien de plus terrible que de rentrer à la maison le soir en disant je sais pas comment je vais payer telle facture ou je sais pas comment on va faire pour réparer le tracteur qui est tombé en panne, alors que depuis 2017 en fait nos familles elles ne connaissent plus ça. Et puis elle voit le bonheur de vivre au quotidien. Et ben voilà, c'est ce que je voulais entendre et on voulait vous donner la parole. Merci Régis et merci d'avoir interrompu les travaux à la ferme pour être avec nous ce matin au téléphone. Allez-y. Oui, avec plaisir. Merci, plaisir. Régis. Et puis, oui, salut Nicolas. Et puis, je voudrais dire une fois de plus un grand merci à nos consommateurs qui sont là derrière nous, amis français et puis étrangers, tous ces gens qui par leur acte d'achat soutiennent une vraie agriculture rémunératrice et équitable. Et ça, pour moi, c'est que du bonheur d'en parler, mais c'est tellement merveilleux pour notre pays que je les remercierai jamais assez, quoi. Et c'est possible. Merci d'avoir été avec nous, Régis, et bonne journée dans votre beau GAEC dans le Maine-et-Loire. Dites-moi, Nicolas, je suis en train de penser à tous les agriculteurs qui nous écoutent et qui se disent, mais dis donc, moi je voudrais en être de la marque C'est qui le patron. Comment c'est possible encore de fédérer du monde? Il y a encore des capacités pour vous d'accueillir de nouveaux paysans? Nous on fait le maximum. C'est vrai qu'il y a une progression chaque année, mais comme on est une marque de consommateur, qu'on n'est pas dans une logique où il faut des parts de marché, on a demandé à tous les autres, tous ceux qui ont d'autres marques et avec des producteurs à l'intérieur, de faire pareil. Pour aller très vite vers un soutien massif des producteurs en France, notamment de lait, il faut que toutes les grandes marques qui vendent des produits laitiers payent au juste prix. On leur a montré 3 chiffres rapidement. On leur a montré que cette brique de lait était la plus vendue hors MDD en France. C'est qui le patron, c'est la marque nouvelle la plus vendue depuis 10 ans. Ça veut dire qu'il n'y a pas une marque créée par le monde économique qui se vend plus que celle-là. Pas parce qu'elle est la moins chère, parce qu'elle est solidaire. Que ça inspire d'autres fabricants et qu'ils aident leurs vous producteurs. pouvez en accueillir encore des nouveaux ou pas? Alors, c'est maintenant de plus en plus difficile parce que à chaque fois qu'un producteur rentre dans la démarche, pour vous donner une idée, c'est 500 000 litres. Donc, il faut les amortir. Mais plus les ventes augmentent, c'est la bonne nouvelle, plus on peut accueillir de producteurs. Et chaque année, la laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel accueille de nouveaux producteurs. Alors, on a parlé du lait, mais aussi, maintenant, ça y est, vous vous intéressez aux œufs, à la farine, aux pommes et aux cerises. Et on va en parler, justement, et ça va intéresser notre invité qui arrive dans un instant, Nina Métayer, meilleure pâtissière du monde, parce que les cerises, on en a beaucoup parlé ici, avec les producteurs français qui ne pouvaient plus vendre leurs cerises, avec certains insecticides qui étaient interdits, alors que les cerises qui venaient du Chili étaient traitées avec ces fameux insecticides. Donc, comment préserver nos cerises françaises, nos pommes françaises? On en parle dans un instant sur Europe 1. 11h30 sur Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte. Toujours avec mes bons vivants, Louana Belmondo et puis Mohamed Chek qui est en grande discussion avec notre invité Nicolas Chaban, fondateur de la marque C'est qui le patron? Qu'est-ce que vous vouliez savoir, Mohamed? Alors ce que je disais, c'est que pour moi le secret finalement, c'est qu'on revient à l'essentiel. On vend le produit. En fait, on vend pas la marque. Et je pense que le secret dans la rémunération, il est là. Au lieu de dépenser des sommes faramineuses en marketing, et ben finalement on le donne aux agriculteurs. Et pas 12 000 intermédiaires, parce que c'est ça le vrai circuit court aussi. Quand on parle de circuit court, on pense que c'est forcément la proximité géographique. Mais non, le circuit court, c'est ça. C'est peu d'intermédiaires entre un producteur et un consommateur, Nicolas Chaban. C'est vrai, pour rebondir sur ce que vous disiez, une grande marque, on va pas la citer, il y en a plusieurs, 15% de budget com et marketing. Oui. Et c'est notre argent qui finit dans de la pub pour nous expliquer quelque chose de un peu dur à comprendre, qui devient un produit qu'on achète. 15%, vous vous rendez compte? Prenons ces 15%, donnons-les aux gens qui nous nourrissent tous les jours, les producteurs. Quelques chiffres autour de votre marque, entre guillemets, c'est qui le patron? Depuis 2017, 531 millions de produits solidaires vendus, 442 millions de litres de lait, même 600 millions, vous le disiez, 32 références de produits durables créés, du lait, du beurre, des œufs, des yaourts, du fromage blanc, du jus de pomme, et c'est pas fini. Près de 12 000 magasins distributeurs, c'est qui le patron? Donc ça, ce sont des grandes surfaces qui revendent cette marque. 15 millions d'acheteurs solidaires, donc un quart des Français. Quart des Français sont des acheteurs solidaires. C'est énorme. C'est énorme. 13 000 sociétaires engagés. À vous. Et 3 300 familles de producteurs déjà soutenues. Et on peut encore monter parce que, je le disais, vous intéressez maintenant aux fruits et légumes.
Ben oui, les producteurs nous ont appelés, pour faire très simple, on arrache nos arbres en France, nous ont dit les producteurs de cerises ou de pommes, parce qu'il nous manque, écoutez bien, 1,50 € par kilo. Voilà la différence. Sachant, je fais une parenthèse, sachant qu'on importe la moitié de nos fruits sur le territoire français. Oui, le drame derrière ça, c'est que les producteurs disparaissent. 1 million d'exploitations disparues en 50 ans. On en perd 27 par jour, 200 par semaine. La moitié partent à la retraite, dit l'INSEE, dans 5 ans. Qui va nous nourrir? Il reste 395 000 exploitations en France. Donc ces producteurs qu'on protège, c'est pas juste pour de la justice, et c'est déjà beaucoup, c'est parce que c'est de la nourriture qui nous parvient. Sur les cerises, pour vous donner un chiffre très simple, on leur a demandé, donc il vous manque 1,50 € par kilo. Ensuite, on a demandé combien on mange de cerises par an et par habitant, en moyenne. 400 grammes en moyenne. C'est pas beaucoup. Ça veut dire que si on rajoute 60 centimes par an sur nos dépenses de cerises, on permet à un producteur de vivre, il arrête d'arracher ses arbres. 60 centimes par an. Pour les pommes, c'est 4,08 € par an. Il faut qu'on mesure pour ceux qui achètent des cerises, hein. C'est pas pour chaque Français qui se mettra à acheter des cerises. Bien sûr. Pour ceux qui achètent déjà des cerises, hein. Ouais, pendant des années, on nous a, et c'est normal, il y a 30 familles, on les oubliera jamais, qui ne peuvent pas rajouter des centimes. Quand tu peux pas nourrir ta famille, on peut pas te parler de centimes en plus. Mais on a oublié de parler des 70% de gens qui peuvent bien rajouter 60 centimes, 4 € pour de la pomme. Et à la fin, il faut imaginer ce que c'est que de protéger ce patrimoine à nos portes, de la nourriture qui arrive jusque dans nos assiettes. Mais vous êtes assis sur un trésor en procédant ainsi, hein, un trésor pour l'économie française. Justement, avec les taxes imposées par Trump, c'est le moment de redécouvrir notre souveraineté alimentaire et agricole aussi, peut-être. On le voit dans le monde viticole. Aujourd'hui, si on protège la consommation intérieure, c'est-à-dire que le fait que les producteurs puissent vendre au bon prix au niveau français, ils seront beaucoup moins fragiles quand il y aura des aléas comme ça vers l'international. Il n'y a pas une plus grande priorité pour tous que de manger, enfin je pense que je suis dans le bon endroit pour le dire, 3 fois par jour. Les seuls gens sur cette terre qui nous amènent cette nourriture, ce sont les producteurs. Les protéger, c'est nous protéger tous. Alors moi j'ai une question à vous poser, justement, comme vous venez de le dire, on ne gagne pas assez d'argent, ils font appel à vous. La transmission. C'est-à-dire, moi, je les ai rencontrés, des agriculteurs, des éleveurs, où leur larme sortait aussi sur le fait de se dire que la nouvelle génération n'allait pas pouvoir gagner autant d'argent pour vivre. C'est un drame absolu. Il faut imaginer ce que c'est que être la 4e génération et voir que ton fils ne pourra pas reprendre. Si vous saviez à quel point, quand on sait l'héritage profond qu'il y a et la passion de ce métier, c'est un drame total. Être la chaîne, pourtant atavique et historique, qui fait que ça lâche. L'Oralie, récemment, on était au Salon de l'Agriculture. C'est une jeune fille qui est venue nous voir spontanément. Il y a une petite vidéo qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et elle est juste venue nous dire, voilà, je voulais vous dire une chose, je vais pouvoir, grâce à ce juste prix, reprendre la ferme de mon beau-père. Vous pouvez pas savoir comme c'est une chance pour vous. Vous changez des vies. Hein. J'ai une question pour rebondir sur la cerise. Est-ce que le volume ferait baisser le tarif? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui en mangent pas parce que c'est aussi onéreux. Alors, oui, mais si vous voulez, c'est un produit plutôt cher à la base, la cerise. Mais il faut se rappeler, encore une fois, ce que ça représente, 400 grammes achetés. Alors, j'ai pas le prix moyen de la cerise. Il faut mesurer ce que la vie des producteurs représente comme coût pour nous tous. On a ici, sur ce bureau, je vais pas citer de marque, un objet qui vaut 800 €, millions, un téléphone. On est, rappelons-nous, dans le lait, il faut rajouter 4 € de plus par an. 60 centimes sur la consommation de cerises, 4 € sur la consommation de pommes. Vous arrivez à peine à 70 € par an, 6 € par mois, pour sauver des gens qui vous nourrissent tous les jours. Donc, il faut remesurer ça. Combien les cerises, c'est qui le patron? Alors, elles sont en train de se terminer au vote, puisque c'est un prix qu'on décide ensemble. Vous pouvez aller sur le questionnaire et vous découvrez, puisque le principe, c'est de choisir chaque élément du questionnaire, la rémunération, l'emballage, le type de culture, mais vous avez un œil sur le prix, qui sera le prix ensuite d'achat. Donc, c'est un prix, je vais vous répondre comme ça, juste. Souvent, vous allez trouver des produits... Il n'est pas fixé encore, parce qu'il y a encore des votes, c'est pour ça que vous dites ça. Absolument, voilà. C'est pareil pour les pommes. Et les pommes, c'est pas fixé encore. Et les échalotes et les oignons français. C'est en cours maintenant, on peut voter tous les jours, et ça va aider énormément de producteurs. Parce que quand vous mettez votre vote derrière le cahier des charges d'un produit, vous aidez un producteur à vivre de son métier. Il faut être sociétaire pour voter? Non, on peut voter librement, sans être sociétaire. C'est qui le patron? Mais on peut
devenir sociétaire en 3 minutes. On est dans la coopérative, on reçoit toutes les informations. Et puis, c'est une aventure qui nous rassemble tous. Alors, vous avez récemment légué toutes vos actions à une fondation pour protéger la marque. Ça veut dire que vous aviez des craintes pour l'avenir? Vous aviez peur que la marque revienne entre de mauvaises mains? En fait, je me suis rendu compte, les responsables juridiques de la structure m'ont dit ça vaut des millions d'euros, 30-40 millions d'euros, c'est qui le patron. Donc, ça peut attiser les convoitises. Moi, je sais que j'avais neutralisé pour que ce soit la maison des producteurs, mais mes enfants, qu'est-ce qui allait se passer après? Et c'était très touchant parce qu'en France, en cédant gratuitement ses actions, on doit demander à ses enfants l'autorisation. Mes 3 enfants, Léo, Clara, Mathéo, ont dit OK avec un grand oui immédiat. Donc ils seront jamais riches, mais on est sans doute riches d'autres choses. Voilà comment en France, on peut protéger aussi des aventures en les gardant collectives. Mohamed. Une question un peu indiscrète du coup pour rebondir. Qu'est-ce que vous avez à gagner à faire ça alors? Alors, un bonheur infini que vous vivez aussi. Quand vous avez de quoi vivre, parce qu'aujourd'hui, on a tous un salaire dans cette aventure. L'équipe est très heureuse de travailler au quotidien en sauvant des vies. Vous imaginez un peu le bonheur. Vous estimez que vous avez bien gagné votre vie et que c'est pas la peine d'en vouloir plus, en gros, c'est ça? Devenir, comme le disait ma grand-mère, l'homme ou la femme le plus riche ou la plus riche du cimetière, je crois pas que ce soit un enjeu incroyable. Non, mais c'est vrai que ça pose question à chaque fois. On se dit, mais tiens, mais qu'est-ce que ça cache? Voilà, c'est vrai oui, on peut plus. Alors récemment, tiens, je vous dis un truc important pour les magasins qui nous écoutent en se disant, waouh, le discours, il paraît un peu joli, on sait pas à quel moment il y a un loup ou un truc bizarre. Pour aller très vite, Thierry Cotillard, le patron d'Intermarché, m'a dit, pour accélérer, est-ce qu'on peut avoir tous les comptes de l'aventure? On aimerait voir être sûr qu'il n'y a pas, à un moment donné, un peu d'argent qui part à droite ou à gauche. On leur a donné tous les comptes, ce que les sociétaires ont, et 10 jours après, ils nous ont dit, OK, tout est clair, on va mettre plus de produits en rayon. Et ben voilà. Donc, ce que je veux vraiment dire à nos auditeurs, c'est que quand on peut mettre ces quelques centimes sur les produits dont on a parlé, le lait, le beurre, les œufs, faisons-le parce que nous soutenons nos paysans qui en ont besoin. Et qui nous nourrissent tous les jours. Et qui nous nourrissent tous les jours et qui ont du mal à se nourrir pour nous nourrir, souvent. C'est ça qui est complètement dingue. Donc voilà, c'est vraiment le moment, encore plus avec ce qui se passe au niveau international, avec ces folies de marge et de taxes imposées par notre président Orange. Donc voilà, vous voyez, il faut vraiment quand même se mobiliser. Merci Nicolas Chaban. Merci pour l'invitation. D'avoir été avec nous. C'est qui le patron? Et allez vous renseigner, vous allez sur le site de la marque et vous comprendrez encore comment ça marche, mais je pense qu'on vous a bien expliqué. C'est l'heure de jouer à notre bruit de cuisine. Sur Europe 1, nous vous offrons le Cook & Fry XL de Terraillon, l'air fryer nouvelle génération de cette belle marque française. Avec sa capacité familiale de 7 litres et sa cuisson par le haut et le bas, il vous garantirait une cuisson parfaite et uniforme. Le Cook & Fry XL de Terraillon, et nous sommes avec Anne-Sophie. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Laurent, bonjour les bons vivants. Bonjour, ça va? Vous nous appelez d'où? Très bien. De Dieppe, en Normandie. Oh, la Vénarde. Avec un beau soleil, et qu'est-ce qu'on mange ce midi en Normandie? Alors en Normandie, en fait nous on rentre, le midi on vous écoute toujours en rentrant du collège avec mes enfants. C'est gentil. Ça nous donne des bonnes idées. Et bon, après c'est un peu rapide, c'est des pâtes locales avec de la sauce tomate. Moi aussi je fais beaucoup de... C'est quoi des pâtes locales? Alors j'ai une ferme qui fabrique ses pâtes complètes elle-même. Eh oui. Donc j'essaie d'acheter des produits locaux au maximum. Exactement. C'est un plat tout simple. Vous avez raison, il y a la marque C'est qui le patron, mais il y a aussi tous nos paysans qui vendent à la ferme et qui sont de plus en plus nombreux parce que quand ils se réunissent et qu'ils font ça, ils se rendent compte qu'ils peuvent là aussi mieux vivre de leur métier et bien nous nourrir. Exactement. C'est le chemin le plus court. C'est le chemin le plus court. Allez, vrai. on écoute le bruit de cuisine. C'est dur, hein? C'est dur. C'est un produit, C'est qui le patron en plus? Alors, c'est compliqué. Oh non. Bon. Non, c'est pas compliqué. Non, je blaguais quand je disais que c'était dur. C'est pas très compliqué, je trouve, si. Moi, alors, je pensais, la réponse la plus, je dirais la plus simple, c'est casser un œuf sur un bol métallique et arrêtez-vous là. Arrêtez-vous là. C'est gagné, c'est ça, bravo. Voilà. C'est pour ça que je vous disais que c'était très dur. Et voilà. On vous envoie le Cook & Fry XL de Terraillon, l'air fryer nouvelle génération. Ça va plaire aux enfants. Vous pourrez faire des frites avec très peu de matière grasse. Vous pourrez faire des nuggets maison, par exemple, et leur faire en cuisson rapide. Voilà. Mettez le petit papier sulfu parfois par-dessus le revêtement Teflon. Je le conseille, moi, sur les air fryers. D'accord. Voilà. Merci d'avoir joué avec nous. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir Anne-Sophie. Merci, au revoir. On écoute un nouveau bruit de cuisine enregistré pas plus tard qu'hier par Loïc Vimard, notre réalisateur, qui n'arrête plus de cuisiner. On ne l'arrête plus.
C'est ta soirée salsa, Loïc, ça, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu faisais hier soir? Oui, parce qu'il en profite pour inviter, vous comprenez? Il fait des petites dettes, il dit viens dîner, je dois faire un bruit de cuisine, donc il est malin. Vous voyez, c'est ça. Alors qu'est-ce que c'est? Vous avez trouvé pour jouer avec nous? C'est simple, vous envoyez le mot cuisine au 7 39 21, 3 fois 75 centimes, plus le coût du SMS. On revient dans un instant avec la meilleure pâtissière du monde. Nina Métayer est avec nous et elle apporte le dessert. À tout de suite sur Europe 1. La table des bons vivants, 11h30 sur Europe 1, Laurent Mariotte. Ça y est, c'est l'heure d'accueillir notre invitée Nina Métayer, sacrée meilleure pâtissière du monde 2024. Et elle fait partie de cette jeune génération formée par les plus grands. Ses desserts sont gourmands et esthétiques. À quelques jours de Pâques, elle vient nous voir avec l'une de ses dernières créations. Elle aime les poires et les choux, mais déteste les épinards surgelés à la crème. Bonjour Nina Métayer. Bonjour. Merci d'être là. Eh bien, avec plaisir. Les auditeurs de la table des bons vivants vous connaissent. Vous êtes déjà venus nous rendre visite. Originaire de La Rochelle, pâtissière élue meilleure pâtissière du monde en 2024. On vous a vu partout grâce à ce titre. Comme Miss France un peu, vous êtes partout. C'est dingue. On en profite un peu cette année parce qu'on a eu la chance d'avoir une belle visibilité, ce qui permet de mettre en lumière notre travail du quotidien, du travail des équipes, etc. Donc non, ça nous fait plaisir. Et concrètement, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie, ce titre ? Ça nous a demandé d'être extrêmement concentrés et ça nous a mis beaucoup de responsabilités sur le dos, qu'on aime beaucoup prendre. Mais oui, il y a cette belle visibilité, donc ça nous a permis de nous développer peut-être un petit peu plus vite que ce qu'on aurait fait sans. Parce que j'ai eu la chance de racheter ma boulangerie d'apprentissage à La Rochelle. Ça, raconter ça, c'est complètement dingue. J'ai réalisé mon rêve cette année. J'ai racheté ma boulangerie d'apprentissage où Denis Baron m'a formée. Puis c'est lui qui me l'a vendue. Et donc j'ai racheté une deuxième boulangerie qui lui appartenait aussi, là où j'ai construit mon laboratoire de pâtisserie. Et puis on a c'est chez Paya à La Rochelle. Exactement. Voilà. Ouais. Quel est votre goût de la semaine alors, Nina Métayer ? Mon goût de la semaine, en fait, c'est rigolo parce que hier soir chez moi, j'avais plein de légumes à passer qui commençaient parce que souvent j'achète mes légumes en Normandie quand je vais en Normandie, et pour la semaine. Et donc en fin de semaine, il faut les manger. C'est le fond de frigo, comme on dit. Ouais, j'ai fait une super soupe en fait qui était super bonne. Voilà. Avec quels légumes ? Il y avait quoi dedans ? Carottes, pommes de terre, navets. Et voilà, c'est la fin des légumes d'hiver. C'est ça. On leur donne une petite note printanière et on pourrait mettre une petite acidité, Mohamed Cheikh, dans tout ça pour jouer ce petit côté printemps, un zeste de citron, un petit peu de jus d'orange avec la carotte, ça marche bien. Ça. J'ai envie de rester un peu simple comme Nina, un petit peu de crème crue comme on est en Normandie. Oui, c'est une belle acidité aussi la crème crue. Et oui, vous avez raison. et de la gourmandise. Qu'est-ce que vous faites habituellement le samedi matin comme ça sur les coups de midi moins le quart ? Alors, soit je travaille, soit je fais un bœuf bourguignon. Souvent, c'est ma passion d'hiver, ça. C'est vrai que on aime bien cuisiner pour le week-end avec mes enfants. Et souvent, c'est le samedi matin où on cuisine pour le week-end. Donc, on fait les plats qui mijotent. On prépare des petits ateliers. Donc, après, comme ça, le reste, on fait soit la sieste, soit on fait un peu la fête aussi le samedi soir et puis le dimanche on dort. Ah oui, c'est ça, on récupère. C'est un bon week-end. Ouais. Comment vous définiriez votre pâtisserie à ceux qui ne l'ont pas encore goûté, qui n'ont pas eu cette chance ? On va le faire dans un instant. Alors moi j'aime bien avoir une pâtisserie assez simple et j'aime bien les traditions pâtissières françaises parce qu'en fait finalement c'est ce qu'on a mangé depuis qu'on est petit et c'est ces pâtisseries là qui nous apportent l'émotion et en fait moi j'aime bien retravailler ces desserts là en essayant d'avoir simplement un beau produit, d'essayer de le mettre de le sublimer un peu ce produit et surtout d'apporter peut-être une petite touche un petit peu différente. Donc j'aime bien les infusions, j'aime bien souvent le petit geste de l'artisan, le pochage, etc. Donc apporter un petit geste en plus ou un petit ingrédient en plus de quelque chose d'assez traditionnel et classique. Oui, mais c'est ce que je disais, c'est ce qui fait vraiment votre marque. C'est très gourmand, c'est généreux et c'est très esthétique. On mange, je le dis souvent, d'abord aussi avec les yeux, mais alors quand on voit vos pâtisseries, c'est une dinguerie. Et elle s'appelle votre pâtisserie, on va redire le nom, la Délicat Tisserie, la Délicat Tisserie. Alors, originaire de La Rochelle, vous êtes revenu en octobre 2024 sur vos terres natales pour ouvrir donc ces deux boulangeries. On en parlait à l'instant. Juste avant de revenir sur ces boulangeries, parce qu'on va expliquer un peu ce que vous proposez à l'intérieur, Louana voulait célébrer pour vous et pour les auditeurs d'Europe 1 un fromage emblématique de la Charente.
Alors, très, est-ce très que rare. vous le reconnaissez, Nina? Évidemment. On voulait Évidemment, vraiment, avec tout l'équipe, vous rendre honneur. Et bah, c'est C'est le quoi jonché. Jonché. Le ou la jonchée? La jonchée, je vais me hein. faire gronder La par mon père. jonchée, non La jonchée. La ouais. jonchée. Alors, faut expliquer aux auditeurs, c'est un fromage frais au lait de vache qui est moulé dans une petite natte de Des jonc, joncs. c'est ça, Louana? Oui, oui, absolument. Et déjà, je tiens à remercier quand même parce que c'est pas facile à trouver. Julien Hamin qui travaille avec nous à la rédaction. Et parce que comme vous savez, il est fait frais. Oui. Il est fait qu'en Charente. Exactement. Et il doit être consommé aussitôt. Oui. Donc on a eu du mal, mais on a réussi, l'équipe a réussi à faire ça et on est vraiment ravis de vous le présenter. Alors, Merci c'est beaucoup, Sébastien Reynaud qui est à Saint-Nazaire sur Charente. Oui, absolument. Sa fromagerie qui il nous a énormément aidé. D'ailleurs, il nous C'est l'a la fourni. jonchée Jarnan, sa fromagerie. Et d'ailleurs, il a Absolument. repris la fromagerie d'Éric Jarnan, qui est un des puristes de la jonchée, justement. Moi, c'est un fromage c'est le fromage qu'on achète au marché le dimanche matin, le samedi matin avec mes parents. Et en fait, c'est assez compliqué parce que je crois que maintenant, je sais pas à quel point c'est toujours compliqué d'avoir le fromage qui est fait dans cette paille, en fait. Alors là, exactement, ce sont des vrais joncs qui sont cueillis sur place et qui permettent de donner un goût et d'affiner à Naturel, peine. oui. On peut même pas parler d'affinage, mais de le conserver, Oui. parce que l'Europe a voulu interdire ça à Oui. un moment et on s'est retrouvé avec des nattes en plastique. Il y en a Absolument. certains qui le font avec des nattes en plastique, mais on a pu résister pour le faire de manière traditionnelle. Et ben, je suis contente parce que ça n'a rien à voir quand on met des nattes en plastique. Rien à voir. C'est plus le même fromage. C'est beau ça. Hein. Mais non, Merci je pour l'ai ce cadeau. accompagné avec de l'ail d'ours, c'est des saisons. L'ail des ours, oui. L'ail des ours avec. Je le mixe trop pas tellement, je le fais pas tellement. Il est bien, votre pesto, là. Un pesto, Il est j'aime super. bien la mâche, j'aime bien le fait d'avoir l'amande et voilà. Très bon pesto d'ail des ours signé Louana Belmondo, et ça peut se faire aussi en version sucrée avec un miel ou une petite sucrosité. Absolument. Exactement. Hein. Mais mon père le mange plutôt sucré. Moi, je le mange plutôt salé. Et c'est chacun dans la famille le mange un petit peu à sa sauce. Et souvent, c'est un fromage qu'on peut manger justement en brunch parce qu'on peut le mettre avec un petit peu tout ce qu'il y a sur la table. Merci à Sébastien Renoux, qui est installé à Saint-Nazaire sur Charente. Sa fromagerie s'appelle la Jonchée Jarnan. Et voilà, c'est une pépite gastronomique, ça. Vous connaissiez Mohamed Chek? Alors non, d'ailleurs la texture est assez singulière, j'aime beaucoup. Et moi je serais plutôt parti dessert du coup sur cette texture là. Je pense parler de fruits rouges ce matin, enfin tout à l'heure plutôt. Et je pense qu'avec des fraises ça peut être très Ouais. intéressant. Et vous savez quoi? François Mitterrand, on était tellement dingue de ce fromage qu'il faisait, on peut le dire aujourd'hui parce que ça se ferait aujourd'hui, mais imaginez ce que je vais vous raconter mais qui était vrai, il faisait affréter un jet privé de la République pour qu'on aille lui chercher la jonchée et pour en avoir au dessert à l'Élysée. J'aime bien ça, c'est bon, c'est frais. Il avait du bon goût en Voilà, tout cas. non, mais c'est bien, on fait péter l'avion, voilà. Mais c'est incroyable, mais voilà, c'était vrai. Et ce fromage-là fait partie vraiment des pépites culinaires gastronomiques de notre pays. Restez avec nous, Nina Métayer, vous avez apporté le dessert. On peut dire en un mot de quoi il s'agit? Alors oui, c'est un petit moelleux rhubarbe. Moi, j'aime beaucoup la rhubarbe parce que ça me rappelle pas mal de mon enfance quand j'étais en Alsace. Et puis maintenant en Normandie, j'ai un producteur de rhubarbe incroyable à côté de chez moi. Et donc voilà, j'adore la travailler. Et c'est un biscuit moelleux avec un petit peu de rhubarbe et un petit peu de crumble dessus en toute simplicité. Restez là, nous sommes ensemble jusqu'à 12h30. Europe 1, 11h30, la table des bons vivants. Laurent Mariotte. Nous sommes là, heureux de vous retrouver à table comme tous les samedis de 11h à 12h30. Bonne cuisine, hein, si vous êtes en train de la faire, chers auditeurs et chères auditrices, toujours avec mes bons vivants. Louana Belmondo, cuisinière et autrice culinaire, et Mohamed Chek, le chef du restaurant Meïda à Saint-Ouen, et le roi du poulet frit à Créteil. Redites le nom, tiens, de votre nouvelle boutique qui est magnifique. Chick chill. Chick Chill. Chill. Voilà, un vrai poulet français. Nature frit d'éleveur. dans les règles de l'art, absolument. Et nous sommes avec Nina Métayer, élue meilleure pâtissière du monde, qui nous a parlé justement de ces belles pâtisseries, de ces belles boutiques chez Paya ou au Fournil à La Rochelle, et puis les fameuses délicatesseries. On peut commander aussi sur votre site internet des délicatesseries. Bien sûr, et je recommande parce que nous, ça nous aide
Ça nous aide à anticiper les commandes chez nos fournisseurs, ça nous aide à produire et à être sûr de pas faire de pertes à la fin de la journée, et puis surtout à ne pas faire aussi des frustrés qui n'auraient pas de gâteau en arrivant un peu trop tard en boutique. Exactement. Alors au-delà du titre de meilleure pâtissière du monde qu'on évoquait, 2024 a été une année importante pour vous puisque vous avez ouvert 2 boulangeries-pâtisseries à La Rochelle, on l'a dit, ville dans laquelle vous êtes né, et l'une d'entre elles chez Paya est celle qui vous a accueilli pour votre apprentissage. Donc quelle va être la pâte, Nina Métayer, alors dans cette boulangerie ? Alors, je pense que ça vient au fur et à mesure. On a fait. Alors moi, j'ai un amour pour la fermentation, pour le pain, pour tout ça. Donc depuis toujours, ça m'a jamais quitté, malgré que j'ai bifurqué en pâtisserie, mais au départ complètement. Je veux dire par hasard et par dépit, parce que je trouvais pas de travail en boulangerie. Et vous voulez être boulangère au départ. Oui. Et je me suis rabattue sur la pâtisserie. Vous avez bien fait. Finalement, je suis quand même contente. Mais en fait, je pense que je vais simplement aller chercher déjà des produits autour de. Enfin, c'est ce qu'on fait au fur et à mesure, mais il faut pouvoir se fournir, les approvisionner, se les faire acheminer, et aussi pouvoir développer une relation de confiance avec les producteurs pour pouvoir être sûr d'avoir les quantités nécessaires, comment faire pour organiser finalement cette relation avec le producteur, pour pouvoir avoir des produits de saison avec une certaine anticipation, avec des certaines quantités qui sont livrées régulièrement, et tout ça, déjà c'est un gros travail qu'on est en train de faire et qui est très chouette. Alors, c'est l'heure du plat du jour normalement, mais puisque nous recevons Nina Métayer, c'est l'heure du dessert du jour, et on vous en a parlé juste avant les titres d'Europe 1 Midi Week-end. Oh là, il vient d'arriver au Sud de Coluche en version individuelle, un beau moelleux rhubarbe, mais pas que. Expliquez-nous ce qu'il y a à l'intérieur de ce beau gâteau Nina Métayer, qu'on peut trouver donc dans les délicatesseries, celui-ci. Exactement, oui. Alors, pour l'instant, il est en édition limitée parce que la rhubarbe est en cours de. On n'a qu'une petite production pour l'instant. C'est tout le début de la rhubarbe. Elle arrivait tardivement avec l'hiver rigoureux que nous avons eu. Voilà. Mais la rhubarbe se pointe et on en aura jusqu'à l'été, là, facile. Exactement. Et donc là, on a en fait un petit biscuit moelleux que j'ai assaisonné avec un petit peu de poivre de cassis. Donc ça va apporter un petit assaisonnement qui va venir relever un peu le goût de la rhubarbe. Et après, simplement des petits morceaux de rhubarbe avec un petit crumble. Donc on a une petite compotée de rhubarbe à l'intérieur. La douceur. Avec un petit moelleux. Donc la compotée, c'est simplement une rhubarbe cuite au four tout doucement avec un petit peu de sucre et un crumble sur le dessus pour apporter un peu de croustillant. Oui, on voulait hésiter entre les deux, entre le cake et le crumble. Il n'y a plus d'hésitation. On est dans une légèreté incroyable avec un petit côté croustillant. Et acidulé. Mais vraiment, c'est un ensemble. C'est un bel équilibre. C'est un bel équilibre des douceur saveurs. Et acidité. Alors, vous nous parliez du poivre de cassis. Qu'est-ce que c'est que ça ? Racontez-nous. C'est issu des bourgeons séchés de la plante. Et ensuite, nous, on vient le moudre et on vient l'incorporer à notre appareil à cake, et ça va donner ce côté un peu floral. Et puis ça prolonge, je trouve, la note acidulée de la rhubarbe aussi. Ça vous plaît, Mohamed ? C'est délicieux. Il y a le côté amande, moi, que j'adore. Si je me trompe pas. Exactement. Oui, tout à fait. C'est la promesse est tenue. On a parlé de moelleux, c'est très moelleux pour le coup. Et la rhubarbe, alors un petit mot, parce qu'effectivement, on le disait, c'est le début de la saison de la rhubarbe. Comment vous la préparez ? Vous retirez les fils ou pas du tout, vous ? Alors, je l'épluche quand même. Ouais. Mais par contre, les épluchures, souvent, quand elles sont bien rouges, on les garde, parce que ça nous fait nos sirops de pochage pour pouvoir après garder la couleur de la rhubarbe. En fait, toute la couleur va arriver dans l'eau et ça va nous servir à pocher nos rhubarbes qui vont être bien roses après, parce que quand on enlève la peau, on perd le côté rose. Donc vous faites un sirop. Oui, donc je garde les épluchures, je verse de l'eau chaude dessus avec un petit peu de sucre, et puis souvent la rhubarbe arrive avec la fleur de sureau. Alors moi j'aime bien rajouter des petites fleurs de sureau avec. C'est vrai que la rhubarbe permet plein d'accords. Le sureau, la fraise aussi, tout ce qui pousse ensemble dans le potager a des choses à se raconter, nous dit Alain Passard, et c'est la vérité là. Exactement. Fraise rhubarbe, c'est magnifique. Ça vous tente la rhubarbe, Mohamed Chek, dans votre restaurant à Saint-Ouen, Maïda par exemple ? Alors j'avoue que c'est pas forcément un produit que j'utilise, c'est pas. Oui, c'est du Nord-Est. Synonyme de ma cuisine. C'est une terre que vous ne fréquentez pas trop, le Nord-Est. Si, mais plutôt en vacances. Mais c'est vrai, vous allez en vacances dans le Nord-Est ? Ça peut arriver de temps en temps. En Lorraine. Surtout pour le travail, on va dire. Oui, les vacances, c'est devenu le travail. C'était pour embellir un peu la région. Voilà. Non, mais ce que je dirais aussi, c'est que ce qui se ressemble en termes de couleur, souvent fonctionne ensemble en termes de goût. Et la rhubarbe, à la base, j'aimais pas ça, moi. J'ai appris à l'apprécier. Et là, en l'occurrence, je pense que c'est vraiment très bien dosé pour quelqu'un qui n'aime pas trop ça.
On est vraiment au juste niveau, c'est très bon, très bien cuisiné. Quelques idées de Merci. dessert autour de la rhubarbe pour nos auditeurs. Alors, il y a la fameuse tarte à la rhubarbe qu'on peut faire tous à la maison. Alors moi, quelque chose de très simple, le crumble à la rhubarbe. Ah J'adore. C'est très simple, c'est rapide, efficace. Et après, je pense qu'on peut l'utiliser dans plein de choses. Ou même, moi, j'adore la confiture de rhubarbe qui mijote un petit peu, qui cuit comme ça longtemps. La compote. La compote de rhubarbe. Et en fait, la rhubarbe, alors moi, j'adore ça. Mais j'aime bien la travailler aussi crue, parfois, même sur des plats salés, où je vais tailler des petites brunoises, Oui. même crues, toutes Mm. fines. Ou qui... Ça donne du peps. Ah ouais. Ça réveille. Mélangé avec Sur un peu le- d'asperge. Ou sur le Oui, poisson. absolument. Avec l'asperge, ça marche très bien. Cru, taillé très finement. Pour le crumble, on fait quoi? On fait une compote de rhubarbe, Alors moi, je mets des rhubarbes en morceaux. Voilà, c'est un gros tronçon. Voilà, des gros tronçons. On peut mettre un peu de miel, ça va très bien avec le miel. Moi, j'aime bien mettre des petites branches de thym ou de romarin en fonction de ce que j'ai. Et ensuite, après, je mets le crumble dessus. Et puis, ça va compoter tranquillement. Faut le cuire surtout à pas trop haute température pour que le crumble, donc aux alentours, l'idéal c'est 160 degrés, pas au-dessus, sinon le crumble va brunir trop vite. Mais vous faites la compote avant de mettre le crumble, avant d'aller au four, non? Non, même Même pas. Je cuis très longtemps. Je cuis à 150, 160 degrés pendant au moins 20, 25, même 35 minutes. Et elle sera cuite, la rhubarbe, comme ça, en dessous le crumble? Alors ça dépend, mais si on a bien homogénéisé, si on a bien fermé, donc ça va vraiment cuire à l'étouffée, un peu comme dans une croûte de sucre en fait. Ah oui, il faut bien recouvrir, alors, ouais. Ouais, je suis généreuse en crumble. Oui, on vous connaît, Lina Métayer. Et en fait, si on coupe en petits tronçons plus ou moins petits, ça va cuire. Pas trop gros, voilà. Parce que c'est vrai que la rhubarbe est une plante aqueuse. Et elle rend Oui. beaucoup d'eau à la cuisson. Donc, faut faire attention. Mais c'est vrai qu'une belle compote de rhubarbe, c'est un délice aussi, ça. Ah, c'est super bon. Avec du sucre rapadura, par exemple, qui est ce Oui. sucre brut de canne non raffiné. C'est une petite note de réglisse qui se marie très très bien avec la rhubarbe. Ou alors pour ceux qui aiment ça, avec du canard, du pigeon, ça fonctionne aussi bien. Avec le maquereau aussi. Oui, exactement, ouais. Mais c'est vrai que poisson gras. même des petites fraises dans le crumble, si on en a déjà dans le jardin, c'est pas mal de les mettre dedans aussi. On vous entend plus l'italienne sur la rhubarbe. Non, ça parce pousse que pas je en suis Italie bien. Alors non, non, absolument pas. On Trop en chaud, mange, bah oui. Elle on aime n'en les sols mange pas. humides, ouais. Moi, je disais, j'aime bien l'assaisonner cru sur des carpaccio de poisson. J'ai trouvé ça amène cette acidité qui peut remplacer en fait le citron et tous les agrumes. Ce que j'adore, c'est dans les desserts. Moi, un sabayon avec de la rhubarbe, c'est super bon. Et ben Donc, voilà, on a fait le tour de cette voilà. grande tige de printemps et je reviens à votre moelleux rhubarbe poivre de cassis qui est absolument dingue parce que le dessous est moelleux, il est fondant et le dessus est croustillant parce qu'il y a ce crumble qui vient donner justement de la texture et de la mâche. Et qu'est-ce qu'on boit avec ça, monsieur Alors, je vous ai amené Mohamed une Cheikh petite infusion pour l'associer. Nina, vous me direz ce que vous en pensez. Petite infusion hibiscus épices qui pourrait accompagner ce petit moelleux. Bah, c'est super bon, ça rehausse un peu le poivre de cassis et donc ça lui Ah donne oui, c'est une bien, petite. ça. C'est Très bon. vachement bon avec. Hibiscus, redites ce que vous avez mis dedans. Hibiscus, cannelle, vanille, badiane. Il y a un peu tout le monde dans l'infusion là, du bon sucre. Et voilà, je me suis dit qu'avec la rhubarbe, ça pouvait C'est bien fonctionner. génial. Un délice. Eh ben, on retrouvera Merci. vos pâtisseries, chère Nina, dans les délicatesseries, puis maintenant chez Paya ou au Fournil, à La Rochelle, au Printemps du Goût aussi, Oui. Et puis au hall Biltoki, c'est ça, Exactement. ici les Moulineaux. Vous êtes partout. Elle est partout, elle est avec nous jusqu'à 12h30. C'est l'heure de jouer à notre bruit de cuisine. Europe 1 vous offre le Cook and Fry XL de Terraillon, l'air fryer nouvelle génération de cette belle marque française. Et nous sommes avec Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour Laurent. Vous nous appelez d'où? Ben là, je suis dans ma cuisine et j'habite au nord de Lyon, un petit village qui s'appelle Saint-Martin, Ah, et au sud de Villefranche. qu'est-ce que vous faites de beau dans votre cuisine? Eh ben, je m'apprête à cuisiner une bonne andouillette de chez Braillon. Bravo. Pour moi, c'est le meilleur de Lyon. Eh ben dites donc, elle va être accompagnée de quoi cette belle andouillette? Tout simplement du riz. Ah ben voilà, vous faites simple. Oui, c'est ça, vous avez tout concentré sur l'andouillette, quoi, en fait. Non mais Le mais plaisir. avant, je vais me faire un œuf dur mayonnaise. Ah, voilà. quand même. Voilà, je savais Sacré qu'il y avait encore délire. une gourmandise. On écoute le bruit de cuisine, Nicolas. Alors, Eh ben, j'ai une petite idée quand même. On entend un bruit de va-et-vient. Ça me fait penser à un rouleau à pâtisserie, comme quand on étale une pâte à tarte ou une pâte à pizza. oh bah vous savez quoi, je vais demander à notre invitée, Nina Métayer, qui est pâtissière et boulangère, est-ce que ça pourrait être ça?
Attention, Pourquoi pas, votre avenir est en jeu sur cette réponse, Nina Métayer. J'avoue que j'écoute Faites rarement mes très rouleaux. gaffe. Parce qu'en fait, là, ça serait plutôt un rouleau. Vous voyez les rouleaux qui tournent avec les poignets. Ah oui. Ceux-là, Oui, c'est c'est plutôt. ça, tout à fait. Oui. Vous pensiez à pourquoi ça, hein, Nicolas? Ah, mais complètement. Eh ben, c'est gagné. Yes. Bravo, bravo. Bravo! À l'andouillette, vous pourrez mettre des bougies sur l'andouillette. Voilà, vous avez gagné le Cook and Fry Ah, je suis XL trop content. de Terraillon, un beau Cook and Fry XL de Terraillon, un air fryer nouvelle génération, capacité familiale de 7 litres, cuisson par le haut et par le bas. Et il va vous garantir une cuisson parfaite et uniforme, cher Nicolas. Eh ben écoutez, je suis super content parce que j'en avais envie, je savais pas lequel acheter. Et ben Du voilà. coup, vous me l'envoyez. Et puis c'est une marque française, donc on soutient évidemment l'industrie de notre beau pays. Merci Nicolas. Merci, bonne journée à tous et merci à Julien. D'ailleurs, il est super bon, Julien. Hein. Ouais, Laurent, faudra Julien l'augmenter Amat, parce qu'il bosse journaliste bien. qui fait Ouais. partie de la rédaction, absolument. Oui, oui, c'est lui qui vous a rappelé et qui vous a dit attention, faut être sur le coup de l'andouillette et du bruit de cuisine en même temps. Merci, bonne journée à tous. Bon Merci week-end. Nicolas. Encore un nouveau bruit de cuisine. Alors c'est vrai que je le disais, monsieur Loïc Vimard, notre réalisateur, reçoit beaucoup. Il a beaucoup de dîners et de rendez-vous galants. Il en profite pour enregistrer ses bruits de cuisine. Alors quel est le prochain que tu as fait, Loïc? Vas-y, Ils sont forts ce week-end. Ils hein. sont très très forts. Waouh, waouh. Envoie. Ah oui, c'est un beau bruit. On l'a presque évoqué, tiens, dans cette séquence avec Nina Métayer. Vous avez trouvé, alors pour jouer avec nous, c'est simple. Vous envoyez un SMS avec le mot cuisine au 7 39 21, 3 fois 75 centimes, plus le coût du SMS. Et puis si vous voulez découvrir les coulisses de vos émissions préférées, les bons plans, l'actu avant tout le monde, pensez au Club Européen. Vous pouvez gagner des places pour les expos, les musées et les concerts. Tout ça, c'est le Club Européen. Alors inscrivez-vous maintenant sur europe1.fr. On reste à table jusqu'à 12h30. Nous avons de belles découvertes aussi avec des bulles pour vous, chers auditeurs. Hein, Nina Métayer, ça vous parle cette petite bulle? Réponse dans un instant. Et puis vous allez passer aussi sur le grill des bons vivants. On revient sur Europe 1. 11h30 sur Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte. Toujours ensemble jusqu'à 12h30.